fond, la vérité d'un être est peut-être dans le sexe, au fond, dans le sexe, dans le crime sexuel. Oui. C'est ce que Yacoub, dans La Belle et la Bête, aussi montre, au fond, que la vérité d'un homme politique qu'on croit connaître, au fond, c'est pas ça. Et la fiction permet, justement, de mélanger réalité et fiction, parce qu'elle l'a fait, au fond. Au fond, contrairement à l'image au cliché qui pense, au fond, du jeune journaliste qui démarre, qui dit « je vais collecter les faits », je vais partir je vais voir sur le terrain, comme le correspondant de guerre, etc. Je vais essayer de saisir le crime qui se passe. En fait, il saisit rien, comme le dit Michael Herr dans Dispatches, c'est-à-dire putain de mort traduit en français. Est-ce qu'à un moment, je n'ai pas le regard, mon regard n'est pas mort au fond, à la force de vouloir voir au fond. Et est-ce que la fiction, au fond, permet justement de dépasser ce regard mort, c'est-à-dire de voir la réalité du crime, la vérité d'un être à travers même le crime sexuel. Oui, oui. Je pense que ça était le premier auteur qui l'a fait dans le monde européen. Il l'a poussé jusqu'au bout. Jusqu'au bout, oui, jusqu'au bout. Exactement. C'est écrit à l'extrême, il faut essayer d'aller... Voilà, tout à fait. Et il faut prendre en considération que Sade, à nos jours, reste dans certains pays œuvre dangereuse. Il a été interdit pendant un siècle et demi. Voilà. C'est Power qui d'ailleurs a perdu son procès en 1957, si je me souviens bien, quand il a introduit Sade. Oui, tout à fait. Il y a une limitation, c'est-à-dire que la vérité se trouve précisément dans cette illimitation de la passion qui, si elle ne connaît pas de limite, est poussée nécessairement jusqu'au crime. C'est ça le point que j'appellerais peut-être, puisque l'anecdote la fabulation, l'allégorie de Rodrigue, il conduit l'aspect platonicien, si l'on peut dire, de Sade, dans la mesure où j'ai comparé cette descente de Rodrigue au mythe, ou c'est pas un mythe à proprement parler, ou l'allégorie de Gigès dans la République de Platon. Or, c'est très, et je pense que Sade a dû y penser à cela, parce qu'il y a des choses qui sont effectivement tout à fait en résonance, puisque cette allégorie de Gigès est précisément au début de la République, au moment où il s'agit de savoir quelles sont les limites du désir. Et que, comme vous le savez, Gigès qui est un personnage d'autre part historique, puisque c'est le premier personnage historique dont parle Hérodote dans son histoire. Ça commence par l'histoire de Gigès, mais ce n'est pas tout à fait la même chose que chez Platon. C'est l'histoire de Gigès et du roi Candole, qui a donné lieu d'ailleurs également à beaucoup de digressions et d'œuvres, en particulier Gide, qui a écrit dessus. Il y en a un peu plusieurs études qui ont été faites dessus. Mais je ne vais pas épiloguer sur Gigès et le roi Candole, je parle simplement du Gigès de Platon. Or, le Gigès de Platon va découvrir sur un géant, précisément, la possibilité de le rendre invisible, et dans la discussion qu'amorce Socrate avec ses comparses qui s'opposent à la notion socratique et qui veulent soutenir justement le caractère criminel de la passion lancée dans sa propre liberté. Il est dit que ce Gigès, ayant cet anneau d'invisibilité, s'empare du pouvoir, tue le roi
couche avec sa femme, etc. C'est-à-dire que si un homme est invisible, et s'il est sûr, c'est-à-dire de n'avoir pas de châtiment, de n'avoir pas de témoin, il poussera sa passion jusqu'à un point débordant toutes les limites, et donc commettra tous les crimes. Donc on ne peut pas dire qu'il y ait en l'homme quelque chose, un principe qui puisse arriver à s'opposer à cette criminalité. Or chez Rodri, justement, il y a cela, dans cette personnalité qu'admire Sade, d'ailleurs, il faut bien dire, puisque ce Rodri, non seulement il admire, mais il le plaint. Il dit à certains moments, ce malheureux Rodri, il va tomber dans l'abîme, il va être obligé de traverser des torrents de feu, etc. Mais son audace, son courage, son intrépidité devant tous les dangers attire incontestablement l'admiration de Sade. Donc c'est quelque chose qui lui permet de soutenir que la souveraineté, que l'homme souverain, l'homme qui est uniquement en proie à ses passions, ne peut s'arrêter, ne peut mettre de frein au débordement de ses crimes. Et ce qu'on appelle crime, c'est simplement l'expression de cette souveraineté posée au maximum. Mais je suis sinon assuré, tout au moins attiré un petit peu vers cette idée qu'il y a, sans qu'il le dise aussi chez Sade, une inspiration qui lui vient du côté de cette réflexion bien connue qui commence la République dans l'allégorie de Gigès et qui prendra sa résolution dans justement le développement de la République. On ne peut pas, ce sont des problèmes qu'on ne peut pas résoudre si l'on considère l'âme seule. Il faut considérer la justice en relation avec la cité. C'est uniquement dans la cité que l'individu, que la justice va se développer. Et l'on pourrait dire que la subjectivité, pour employer, puisque tu as utilisé Foucault, on pourrait employer ici les expressions de Foucault, la subjectivation de l'individu en tant qu'homme juste va se faire par l'intériorisation, ou en termes deleuziens, le pli de subjectivation qui se trouve, qui fait de l'individu à la fois un citoyen maître de ses passions dans la cité et un maître de ses passions relativement à lui-même. Donc c'est uniquement dans ce que Platon, dans le livre 2 ou 3, je ne me rappelle plus lequel, va appeler le plus grand modèle, un plus grand tableau du développement de l'homme, que l'on va pouvoir résoudre ce dilemme, cette sorte d'impasse qui est proposée par l'exemple l'anecdote de l'invisibilité. L'homme qui n'a rigoureusement rien à rendre compte à qui que ce soit, l'homme seul est nécessairement injuste. Et il ne va devenir juste que dans la relation avec les autres dans la constitution de la cité. Ce n'est pas tout à fait certain. L'explication de Platon n'est pas tout à fait, comme vous le savez, sociologique, mais là, elle prend une sorte
d'inflexion sociologisante qui conduirait justement dans la voie qui ce serait celle d'ailleurs de la distinction, de la différence qu'il peut y avoir entre Sade et Fourier. Pour Sade, c'est le développement de l'homme souverain, de l'individu souverain qui n'a pas de limite. Chez Fourier, c'est l'individu qui est essentiellement collectif, qui est essentiellement un être de groupe, donc qui ne connaît pas cette tentation, ce vertige de la souveraineté, parce qu'il ne peut pas y tomber, étant donné que les relations qu'il a, son développement passionnel ne peut jamais être obtenu qu'en relation avec autrui. Donc il n'est pas du tout pris, il ne peut pas être pris dans ce vertige de la logique sadienne, mais il y a incontestablement deux logiques qui sont en confrontation, et qui peut-être d'ailleurs sont incompatibles, et qui sont celles du désir et d'autre part celle de l'existence collective. Mais il est certain que pour Sade, qui d'ailleurs à aucun moment ne laisse transparaître, contrairement à ce qu'on pourrait penser ou supposer même d'après de certaines choses, il ne laisse jamais transparaître ses propres goûts. Sade a été accusé, a été emprisonné, a été considéré comme fou, etc., uniquement à cause de ses écrits. Jamais il n'a dit qu'il adhérait, lui personnellement, ni qu'il n'a jamais agi de la même façon que ses écrits décrivent, il n'a jamais été criminel, matériellement. Donc il y a tous les actes qu'on lui a reprochés sont des actes tout à fait véniels au XVIIIe siècle, qui sont des relations avec des prostituées, etc., qui n'ont jamais eu aucun caractère de particulièrement criminel. Et donc il a été jugé uniquement par ses écrits, mais là, il tient d'une façon tout à fait farouche à la logique de ses propres écrits, et c'est celle qui soutient d'une façon permanente. On a encore 5 ou 6 minutes. On peut continuer, oui. Vous aviez quelque chose à dire? Non? Ifan, exerce-toi à parler. Sur le temps, la statue du temps. Puisque toi tu es une grande spécialiste de Blanchot, je dois avouer mon ignorance relativement à ce que Blanchot a pu dire sur Sade. Si. En fait, Blanchot dit que c'est Sade, c'est à partir de Sade. Oui. L'écriture seront libres. Ça veut dire, Sade, il confond la vérité et l'histoire, comme Constantin nous dit ça. Et c'est à partir de là, il n'y a plus d'imagination qui sort. Et puis après, on se doute l'écriture. Et on fait réécrire des œuvres. C'est pour ça, peut-être selon Blanchot, il n'y a pas de la vérité dans l'écriture. Parce qu'une fois on le transforme en écriture, il n'est pas possible d'être pareil comme le fait. Est-ce que dans Rodrigue ou La Tour enchantée, là, j'ai pas trop saisi la statue temps qui scande.
est-ce que, comme chez Bergson, il y a le temps des horloges qui s'oppose à notre temps intérieur? Est-ce que le temps de Rodrigue est celui du temps de la statue temps? Quel est ce Il y a temps? une indication de ce point de vue-là, mais qui n'est pas très significative, mais c'est si quand même qui est intéressant. Tu l'as cité d'ailleurs, c'est que lui, quand il sort de toutes ces mésaventures et de ces péripéties qui représentent une sorte de série d'épreuves, d'où il sort victorieux finalement, puisque il était allé chercher des tombereaux d'or et il revient avec ces tombereaux d'or qui lui permettent de lever une armée fantastique, il demande combien de temps, parce que si vous avez bien suivi l'histoire, il va dans cette tour et il y pénètre et personne n'était jamais entré pour précisément aller chercher ces trésors qui y sont enfouis. Il lutte contre des géants qu'il doit battre l'un après l'autre. Il en triomphe, mais il disparaît aux yeux, une fois qu'il est dans la tour, il disparaît complètement aux yeux des gens qui sont là. Puis il revient et il demande combien de temps il est resté absent, et on lui dit 13 jours. Et lui-même dit qu'il a eu l'impression, donc subjective, d'être resté plusieurs mois dans cette série d'épreuves. Donc il y a quelque chose, mais qui n'est pas mis, malgré tout, ce n'est pas tout au moins associé ces salles à une réflexion quelconque sur quoi que ce soit en rapport au temps. Là, il ne le dit pas, lui-même a eu l'impression de rester plusieurs mois, et en définitive, il est resté quelque chose qui n'est pas peu, parce qu'il aurait aussi bien pu dire, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas dit qu'il est resté 30 secondes, parce que si c'est un temps subjectif, il peut arriver qu'un rêve, si c'est un rêve, on sait fort bien que parfois des rêves de 30 secondes peuvent durer un temps infini, sans qu'on s'en rende compte. Ils peuvent occuper toute une histoire. Or là, le temps qu'il y a dans cette tour, c'est incontestablement un temps du rêve. C'est quelque chose qui fait partie justement de la chimère. C'est pas une utopie, mais c'est une sorte de... C'est quand même une forme de chimère. Mais si on le met en relation avec cette indication du métronome, et si l'on attribue, comme le fait Constantin, à juste raison, je pense, bien qu'à mon avis, je pense parfois qu'il va chercher midi à 14h. Mais enfin, si on admet pas... Si on admet que ça a une signification en soi, peut-être pas pour Sade, parce que j'ai pas l'impression du tout que Sade ait été chercher quelque chose là-dedans. Il a retranscrit ou il a greffé sur des anecdotes, ou il a retranscrit des choses qu'il avait vues, mais je ne pense pas, moi personnellement, qu'il est particulièrement réfléchi sur la nature du temps dans cette... explicitement, tout au moins, à propos de ce petit conte. Mais on peut dire qu'effectivement, il y a quelque chose là qui met en relation plusieurs formes, un temps subjectif qui est le sien, il est resté plusieurs semaines, un temps objectif qui est celui de l'observateur, et un temps qui n'appartient, qui est hors du temps, si l'on peut dire, c'est-à-dire un temps qui est à la fois la mesure constante du temps, mais le temps abstrait, une sorte de temps abstrait, de forme pure du temps, qui ne connaît pas les événements,
et qui est simplement l'enveloppe absolue, inhumaine de tout ce qui existe et qui est le temps du métronome. Donc j'aurais trois formes de temps qui se présenteraient là, et les passions, dans leur caractère cosmique, puisque quand il dit volcanique, c'est bien quelque chose qui est plus qu'humain, donc il y a un dépassement à ce moment-là, tout à fait de l'humain. Le temps humain, c'est le temps collectif, le temps subjectif, c'est celui de la conscience, et l'autre, c'est le temps volcanique et cosmique, dont relèvent les passions. Et que l'on revoit d'ailleurs à plusieurs, surtout dans Juliette, où ce caractère cosmique, surtout du passionnel, est très affirmé dans la fin des aventures de Juliette. Et le temps de... Mais on essaie de maintenir, c'est ça, quelque chose qui soit dans le domaine dans le domaine du subjectif ou dans le domaine de l'humain, qui ne sont pas tout à fait pareils, puisque le subjectif lui aussi est plus qu'humain ou infra-humain, mais c'est pas tout à fait pareil, c'est pas tout à fait la même chose que ce temps totalement inhumain de la passion. Et le temps de la divinité, du Dieu, ça serait l'éternité. L'aion, en grec, le temps sur fond d'éternité. C'est ça. On pourrait appliquer cette expression. Bon, tout cela nous met en présence, mais il faut que tu mettes cela au point d'une façon qui soit mieux organisée. Peut-être la fin n'est pas mal organisée, mais un peu lapidaire d'ailleurs, mais il faudrait peut-être pour... L'idée est très intéressante, pour laquelle je t'ai reprise du début, n'est pas suffisamment bien organisée. Là, tu es embarrassé un peu, il faut élaguer, il faut éliminer des choses, mettre l'accent sur des choses plus simples à certains moments, et d'autre part, mieux mettre en relief cette question du temps, avec ce que moi je vois comme étant ces trois étages, ou également, on pourrait dire également comme le rappelle Christian, la différence entre le chronos et l'aion, si l'on veut, mais j'en verrai trois, pas seulement deux, mais trois, et surtout ce qui me semble être marquant, c'est cette référence, cette résonance qui n'est certainement pas, encore qu'on n'en sache rien, mais qui n'est certainement pas un rappel intentionnel de cette histoire avec le fameux anneau d'invisibilité de Gigès, qui me paraît assez visible, si l'on veut, si on lit le texte de cette façon. Bon, et bien, nous avons, maintenant, on passera, je pense qu'on est reporté en mars. Alors, on est reporté en mars, au 7 mars, ou la 7 mars, c'est la semaine prochaine. Oui. Et oui. Oui. Pourquoi j'ai mis 7 mars? Ah, si, je comprends. Parce qu'il fallait que je fasse, c'est pour ça qu'il y a le 21, parce qu'il y avait un intermédiaire, il y avait quelque chose qui ne marchait pas, et on m'avait dit qu'il y avait des vacances, je ne sais pas quoi, c'est pourquoi j'ai transporté le 7 mars. Mais non, c'est pas ça. C'est parce que c'est elle,
Paulette Cazer, qui, étant donné qu'elle est professeure dans le secondaire, a pas les mêmes vacances et qui n'est libre que le 7 mars, c'est ça, oui. Je comprends. Donc, oula, il faut rappeler ça. Comment on va faire? On va faire, et là, les gens ne vont pas venir. Ah, si c'est pas rappelé, les gens ne vont pas venir, parce qu'ils vont compter de 15 en 15, et ils ne vont pas compter le 7 mars. Il faudrait avoir les emails de tout le monde. Il faudrait, c'est ça. Public potentiel. Oui. Il faudrait. Parce que l'animal chez Adorno, maintenant l'animal, avec la façon dont on a mis l'animal en relief, avec également le cochon et DSK, donc là, on pourra dire cet animal d'Adorno. Cochon sublime. Qu'est-ce que c'est qu'Adorno? Quel est l'animal qui lui correspond? Ça doit intéresser les Chinois aussi, l'animal, puisque vous avez des calendriers. C'est le serpent. Oui, C'est l'année du serpent. Quel genre de serpent vous avez cette année? Serpent d'eau. je sais pas. Serpent d'eau. Des gros serpents, parce qu'ils les mangent, les serpents. Je signale qu'il y a la fête du serpent dans les Abruzzes. Lequel serpent? Il y a une fête du serpent dans les Abruzzes, en Italie, à Coculo. Dans les Abruzzes? Oui. Tiens. Ah ouais. Et qu'est-ce qu'ils Avec ont Saint fait? Constantin, il y a toute une procession. Saint Constantin en plus. Voilà. Donc Constantin sera notre reporter. Ils ont quoi comme serpent? Ah, ils ont des vipères. C'est un rite agraire. Hein. Ils ont des vipères, mais je pourrais vous envoyer. Moi, j'ai fait même le reportage. C'est fait Et il est prêt? Oui, c'est un rite agraire. Après, il y a un mélange de serpents venimeux ou non venimeux. Donc, mais il y a une. Et c'est en fait, c'est un peuple de paysans qui vont dans la campagne. Alors on dit que maintenant, parce qu'il y a tellement de touristes, qu'ils enlèvent les crocs venimeux. Il y a un trafic, c'est-à-dire il y a une profanation de la fête. C'est comme les marches sur le feu, ça. C'est un pays de montagne sèche. Voilà. C'est un pays de montagne sèche, peut-être, où il y a des reptiles, oui, c'est ça. Et puis ça soigne le mal de dents. Attends, parce que il faudrait que je te remette ça. Les maux de dents. Parce que tu vois, j'ai mis des petites... J'étais pas corrigé, mais j'ai mis des petites machines, des petites annotations, tu vois. Mais il faut que tu viennes me voir.